Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. En ce qui concerne les criminels et les romans policiers, il en est, chers amis, comme de la parabole de la poule et de l'œuf. Oui, vous savez, ce petit raisonnement très simple qui peut vous plonger dans des abîmes de perplexité. La question est, lequel a existé d'abord ? C'est la poule, dit l'esprit logique. C'est elle qui a pondu l'œuf. Certes, mais dans ce cas, d'où venait la poule ? Eh bien, posez-vous la question. D'où viennent les sinistres héros des histoires policières ? Leur modèle existe dans la réalité, penserez-vous. Mais lorsque vous aurez entendu notre dossier d'aujourd'hui, je suis certain que vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir le sentiment contraire. Le criminel, dont voici l'histoire, ne peut être sorti que de l'imagination d'un auteur diabolique, et anglais qui plus est. Et pourtant, il a existé, il a vécu, il a tué. Ce mauvais rêve devenu réalité, Gregory Frank a choisi de lui donner pour titre « Gentleman jusqu'au bout des ongles ». Excusez-moi, Mrs. Lane, avez-vous des nouvelles de Mrs. Durand-Deacon ? J'ai peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Dans la grande salle à manger de l'Onslow Court Hotel, l'homme qui vient de parler s'est incliné très courtoisement devant la table où la vieille Mrs. Lane achève son potage. Dans toute la pièce, le bruit des cuillères s'est arrêté un instant, et les autres dîneurs assis, chacun seul devant une nappe blanche, lancent un regard de réprobation. A-t-on idée de suggérer qu'il soit arrivé quelque chose à l'une des pensionnaires de l'Onslow Court Hotel ? Ce serait inconvenant. L'Onslow Court Hotel est situé dans South Kensington, à Londres. Pourtant, nous ne dirons pas que c'est un hôtel anglais. Non, l'Onslow Court Hotel est beaucoup plus que cela. C'est un hôtel britannique. Situé dans un quartier bourgeois, c'est un de ces établissements où l'on ne voit pratiquement jamais de voyageurs ou de clients de passage. Pourtant, les chambres sont presque toutes occupées. Dans ce havre feutré, à l'abri des atteintes extérieures, à l'abri de ce XXe siècle si peu convenable, se dessèchent insensiblement et lentement, si lentement, les derniers exemplaires de l'authentique bourgeoisie anglaise. C'est, si vous voulez, une sorte de musée sociologique où l'on pourrait observer les survivants d'une espèce disparue. Mais personne, en fait, ne peut les observer car le public n'est pas admis. Si par contre, votre pédigré vous y autorise, alors vous aurez le droit d'avoir votre chambre ou votre appartement pour le reste de votre vie dans l'établissement. Vous pourrez vivre dans ce milieu qui est le vôtre, sans avoir à vous soucier de la tenue d'une maison et du recrutement des domestiques. Vous pourrez marcher à petits pas sur d'interminables tapis, prendre vos repas à votre table, seul, dans un coin de la salle à manger. Vous pourrez lire dans le grand salon ou écrire vos lettres pour l'Australie dans le salon Tudor. Vous ferez en somme ce que font vos voisins, officiers ou fonctionnaires en retraite, dignitaires de l'église anglicane ou veuves des personnages en question. Ce sont des veuves qui constituent l'essentiel de la très convenable clientèle de l'Onslow Court Hotel. Tenez, voici par exemple Olive Durand-Deacon, chambre 115. C'est une cliente typique de la maison et pourtant une exception. En effet, elle n'a que 69 ans. Et elle est encore fort belle, de sorte que ses bijoux, les sacs à main de couleur vive qu'elle affectionne, et son manteau d'astrakhan, ne constituent pas pour elle un camouflage, mais une sorte de complément naturel, comme si elle était née ainsi, discrètement parée. D'ailleurs, cette aisance et cette beauté durable lui valent quelques jalousies qui pimentent agréablement son existence. La chambre 404 renferme elle aussi une exception. Monsieur John George Egg,
qui n'a que 39 ans. Il est célibataire, un charme fou, une voix bien timbrée, sachant à merveille doser les indispensables remarques insignifiantes sur le temps qu'il fait. John George Egg habite ici depuis 4 ans. Une élégance impeccable, celle qu'on ne remarque pas, les cheveux noirs, bien entendu, jamais longs, mais surtout pas d'1 millimètre trop courts, une petite moustache qui fait discrètement rêver. Ah, ce monsieur est vraiment très, très bien. C'est donc lui, John George Egg, qui vient d'adresser la parole à la vieille Mrs. Lane alors qu'elle n'a même pas terminé son potage. Avez-vous des nouvelles de Mrs. Durand-Deacon? Je crains qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Mrs. Lane lève vers Mr. Egg son visage de vieux cocker. Oh, elle le déteste, celui-là, avec sa petite moustache, son allure séduisante, et cette sale habitude de manigancer je ne sais quel secret avec Olive Durand-Deacon. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle peut lui trouver? Mrs. Lane pose sa cuillère. Comment voulez-vous que je sache? Vous devriez être mieux informé que moi. Ne deviez-vous pas, hier, la conduire dans je ne sais quelle usine pour je ne sais quel rendez-vous? Certes, chère madame, je devais la retrouver au magasin de l'armée de la marine hier après-midi. Je l'ai attendue 1 heure et elle n'est pas venue. Mrs. Lane fait reprend sa cuillère et se replonge dans son potage, signifiant par là que l'entretien est terminé. Il est vrai que jamais Mrs. Durand-Deacon n'est partie plus d'1 heure de l'hôtel sans prévenir la réception qu'elle serait absente pour un moment. Or, ce vendredi, elle est sortie en début d'après-midi, n'est pas rentrée le soir, pas plus que le samedi. Le dimanche, M. Egg croise à nouveau Mrs. Lane alors qu'elle sort du salon. Il renouvelle sa question. Non, toujours pas de nouvelles. D'ailleurs, ajoute la vieille dame, je vais me rendre au commissariat pour demander qu'on fasse des recherches. Oh, je crois que vous avez parfaitement raison. Permettez-moi de vous y accompagner. Mrs. Lane fait donc sa déposition au commissariat de Chelsea et déclare se tenir à la disposition de la police au cas où la moindre information parviendrait. Moi aussi, je suis à votre disposition, dit Egg, et il insiste pour que l'on prenne note de son identité. Le lendemain, lundi 21 février 1949, le sergent Lambourne est chargé de l'enquête de routine concernant cette disparition, une parmi les 7 ou 8 signalées durant le week-end. Mais le sergent de police Lambourne a quelque chose de particulier. C'est une femme. Et en tant que tel, ce sergent possède une intuition assez particulière. Non, ce dossier n'est pas comme les autres. Et ce monsieur Egg, qu'elle vient de convoquer pour une seconde déposition, n'est pas non plus un témoin comme les autres. Le sergent serait bien incapable de dire pourquoi, mais c'est ainsi. Elle demande donc à l'inspecteur divisionnaire de contrôler cette impression. Voici donc John George Egg convoqué pour une 3e déposition. Mais certainement, monsieur l'inspecteur, cela ne me gêne aucunement de vous répéter le peu de choses que je sais, si cela peut vous faire progresser. Donc, j'avais rendez-vous vendredi à 2h30 avec Mrs. Durand-Deacon. Depuis combien de temps la connaissez-vous? 3 ans environ. J'ai donc attendu 1 heure et puis je suis parti. Que deviez-vous faire en sa compagnie? Nous devions nous rendre ensemble dans une usine de Crawley dont je suis l'un des directeurs. Directeur, monsieur Egg. Enfin, agent commercial, disons que je suis un peu associé avec le directeur pour certaines affaires. Mais justement, c'était d'affaires qu'il était question cet après-midi-là. Mrs. Durand-Deacon avait en effet un projet pour lequel elle comptait sur moi. Elle voulait faire produire en série des ongles. Des ongles. Oui, monsieur l'inspecteur, des ongles artificiels pour les dames. Elle était persuadée que cela aurait un grand succès. Voyez-vous un inconvénient, Mr. Egg, à me confier l'adresse de cette usine et le nom de votre associé? Aucun, monsieur l'inspecteur, absolument aucun. Cette conversation a lieu le mercredi. Il faudra 2 jours pour vérifier un certain nombre de points et notamment prendre contact avec le directeur de l'usine. L'établissement s'occupe de mécanique, entre autres. Oui, et le directeur connaît Egg. Non, il ne lui donne pas un salaire régulier. Oui, Egg lui a parlé de cette histoire d'ongles. Non, cela n'intéressait pas sa firme à cause du prix de revient. Oui, il prête de temps en temps les clés de l'entrepôt à Egg. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi dernier, justement.
Vendredi. Mais c'est le jour de la disparition. Le directeur voit-il un inconvénient à ce que l'on perquisitionne dans ses locaux? Non, pas d'inconvénient. On va donc aussitôt perquisitionner. Et les résultats vont être pour le moins étonnants et même effarants. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Nous sommes donc le 26 février. 8 jours après la disparition de Mrs. Durand-Deacon, l'attitude de George Egg a mis la puce à l'oreille de la police. Il a été entendu à nouveau et entre-temps, on a pris des renseignements sur lui. La directrice de l'Onslow Court Hotel, en particulier, révèle que malgré son excellente apparence, ce gentleman est assez mauvais payeur et qu'il a des fins de mois difficiles. D'ailleurs, il vient ces jours derniers de rembourser les notes qu'il avait en suspens à la caisse de l'hôtel. On a eu également l'autorisation de perquisitionner dans la petite usine à Crawley, dans la banlieue de Londres. Le résultat de la perquisition laisse les policiers perplexes. 3 grosses bonbonnes du genre de sel où l'on transporte des produits chimiques, une serviette de cuir et un carton à chapeau marqué de l'initiale H. Dans ce carton, voici un revolver Enfield et 8 cartouches. Le revolver porte dans le canon des traces de poudre récentes. Et puis, il y a aussi dans ce carton à chapeau des papiers au nom de plusieurs personnes. Madame Rosalie Anderson, Dr Archibald Anderson, Donald McSwan, William McSwan et Amy McSwan. Et puis, voici un reçu en date du 19 février dernier, un reçu de teinturier. D'autres policiers, entre-temps, prennent des renseignements dans les environs. Le vendredi après-midi, le réceptionniste du George Hotel de Crawley a vu 2 personnes entrer ensemble et ressortir ensemble quelque temps plus tard. Mrs. Durand-Deacon et John George Egg. Il était entre 4 et 5 heures. Le même soir, à 7 heures moins le quart, Egg a dîné au restaurant du Vieux Prieuré à Crawley. Un œuf sur toast et une tasse de thé, précise le propriétaire. Nous avons bavardé ensemble. Il était seul. On sait maintenant à quoi correspond le reçu de teinturier trouvé dans le carton à chapeau à l'usine. C'est un manteau d'Astrakhan, un manteau de dame. La pièce à conviction est saisie, et la sœur de Mrs. Durand-Deacon le reconnaît formellement. Il appartient à la disparue. Après avoir lu un article dans le journal, un prêteur sur gage s'est présenté spontanément dans la journée. Le samedi 19 février, un homme a apporté les bijoux. Il est repassé le 21 pour toucher l'argent. Cet homme, c'est John George Egg. Le soir du 26 février, le suspect est à nouveau convoqué au commissariat de Chelsea. Confortablement installé dans un fauteuil, il s'apprête à aider de son mieux la police. L'inspecteur en chef le fixe un moment en silence. Et puis, d'un bloc, il lui dit en détail où en est l'enquête et tous les indices qui ont été découverts. Alors Egg se penche vers lui et dit simplement « Franchement, monsieur l'inspecteur, entre nous, quelle chance peut-on avoir de jamais sortir de Broadmoor ?» Broadmoor. Pour les Anglais, c'est le symbole même de la prison, l'équivalent de la santé pour les Parisiens. Quelle chance il peut avoir d'en sortir? C'est la seule question que posera John George Egg. Et puis, il va passer aux aveux, très courtoisement, gentleman jusqu'au bout des ongles. Nous possédons la transcription de toutes ces dépositions, et la plus effrayante est certainement celle du 28 février. Si je vous dis la vérité, vous ne me croirez pas, monsieur l'inspecteur. Elle est trop extraordinaire.
vous n'êtes pas obligé de parler selon la loi. Je vous remercie de votre avertissement, mais je veux dire la vérité. Mrs. Durand-Deacon a complètement disparu. Vous ne la retrouverez jamais. Et d'ailleurs, vous ne pourrez jamais prouver qu'aucun crime n'ait jamais été commis. Effectivement, elle était au rendez-vous. Et nous sommes allés ensemble à Crawley pour cette histoire d'angle artificiel. J'avais les clés de l'entrepôt. Et c'est là que nous nous sommes rendus, après avoir quitté le George Hotel. Je lui ai donné à examiner un certain nombre de papiers. Pendant qu'elle y prêtait attention, je me suis approché d'elle avec le revolver et je l'ai abattue d'une balle dans la nuque. Puis, je suis allé prendre dans la voiture un gobelet et un canif. J'ai pratiqué une incision dans son cou et j'ai recueilli un verre de sang que j'ai bu. Ensuite, j'ai ôté son manteau d'astrakan et ses bijoux, puis j'ai placé le corps dans une cuve d'une contenance de 160 litres. J'ai ensuite rempli la cuve en y déversant, au moyen d'une pompe, le contenu des bonbonnes. Que contenaient ces bonbonnes, monsieur Haig? De l'acide sulfurique. Hein? Ensuite, monsieur Haig? Eh bien, ensuite, je suis allé prendre le thé au vieux prieuré et bavarder un peu avec le patron. J'ai passé les jours suivants à vendre les bijoux, à faire nettoyer le manteau d'astrakan et à venir de temps en temps contrôler la disparition du corps. Quand cela a été terminé, j'ai vidé le contenu de la cuve dans la cour de l'entrepôt. Et il ne reste plus rien de Mrs. Durand-Deacon. L'inspecteur qui prend note de cette épouvantable déposition essaie au maximum de garder l'impassibilité britannique comme on le lui a enseigné à l'école de détective de Scotland Yard. Mais, comme vous, il a pu noter au passage certains points importants. D'abord, le criminel se trompe. Madame Durand-Deacon n'a pas totalement disparu. Les experts peuvent retrouver sa trace car un certain nombre de parties du corps ne sont pas attaquées par l'acide. En l'occurrence, l'examen minutieux de la répugnante matière répandue dans la cour de l'entrepôt permettra de retrouver des calculs, vous savez, ces petites pierres que l'on a quelquefois dans les reins. Il y aura aussi le dentier de la disparue et la poignée en plastique rouge de son sac. Et puis, vous avez noté aussi dans ce récit l'incroyable détail du verre de sang. Le policier qui l'entend, s'efforçant de ne pas réagir, sait parfaitement qu'un criminel qui déclare se livrer à une cérémonie aussi aberrante ne peut être qu'un maniaque poursuivi par l'idée de tuer. Et le policier ne se trompe pas. 2 jours plus tard, Haig demande à faire une nouvelle déposition. Ce que je vous ai raconté n'est pas mon premier crime. En 1944, j'ai réglé son compte à William McSwan. La famille McSwan comptait au nombre de mes amis depuis de nombreuses années. Un soir, j'ai dîné avec le fils, William, et puis je l'ai amené dans un sous-sol que j'avais loué. Je l'ai assommé avec une matraque, puis j'ai fait couler de son cou un verre de sang que j'ai bu. Il a mis 5 minutes environ pour mourir. J'ai dissous son corps dans de l'acide sulfurique. Les parents de William étaient inquiets, et je leur ai suggéré que leur fils avait peut-être disparu volontairement pour ne pas aller faire la guerre. Un peu plus tard, je suis allé en Écosse et j'ai envoyé à la famille des lettres rassurantes en imitant l'écriture de William. L'année suivante, j'ai conduit dans ce sous-sol le père, Donald, et la mère, Amy. Je les ai tués et fait disparaître de la même manière. Oh, attendez, je n'ai pas encore tout dit. Un jour, j'ai lu une annonce proposant une maison à vendre. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de monsieur et madame Anderson. Je suis allé chercher monsieur Anderson à l'hôtel Métropole à Brighton. C'est à l'usine de Crawley, cette fois, que j'ai conduit un matin monsieur Anderson, et puis sa femme dans l'après-midi. Oh, comme précédemment, à chaque fois, j'ai bu mon verre de sang. C'est cet atroce détail du verre de sang qui va permettre, chose incroyable, à John George Haig de bâtir sa défense. Ce verre de sang, loin de l'accabler, va peut-être être pour lui la chance, la seule chance de sauver sa tête. En effet, examinons ces divers crimes. Chacune des opérations qui les composent a été manifestement préméditée avec un grand soin.
On retrouve même dans les papiers de Haig des comptes montrant qu'avant son forfait, il avait pendant 2 jours rassemblé consciencieusement tous les instruments nécessaires, la cuve de 160 litres spécialement renforcée pour résister à l'acide, la commande des bonbonnes, la pompe spéciale qu'il avait même fait modifier pour qu'elle puisse plonger sans difficulté dans le goulot étroit de cette bonbonne, des gants en caoutchouc, un tablier, des chiffons. On voit bien que la préméditation ne fait aucun doute. Or, en Angleterre, un meurtrier a une seule chance à peu près sûr de sauver sa tête. Ce sont les règles de McNaughton. Que disent ces règles? L'accusé peut plaider la folie et être ainsi hors d'atteinte de la justice. Mais il lui revient la charge de prouver qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait au moment du crime. Voilà pourquoi le verre de sang est un excellent début, une intelligente préparation à la future défense de Haig. Parti de là, loin d'essayer de revenir sur ses aveux ou de jouer les égarés, il va avouer d'autres crimes, le plus possible, et il va, méthodiquement, essayer d'en prouver la vérité. Oui, j'ai croisé un soir dans les rues de Hammersmith une jeune femme que j'ai ensuite assassinée, en temps voulu. Oh, son nom, je ne le connais pas, elle était mince et brune, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, ce fut un homme encore jeune, à peu près de ma taille et de ma carrure, rencontré dans un cabaret, et que j'ai attiré par ruse dans la cave que j'avais louée. Il y a eu aussi une fille qui m'avait accroché à Eastbourne sur la promenade devant la mer. Elle, je l'ai plongée dans l'acide dans notre pot de Crowley. Celle-là, je me souviens de son prénom, Mary. À chaque fois, j'ai bu leur sang. Aucune preuve de la véracité de ces 3 crimes ne put être trouvée. Il présentait aussi une différence avec les 6 meurtres prouvés. Haig n'en aurait tiré aucun avantage pécuniaire. Or, c'est bien cela qui le guidait dans l'assassinat des Max Swan, des Anderson, et même dans celui de Madame Durand-Deacon. Le faible bénéfice qu'il en avait tiré lui avait permis quand même de rembourser une petite dette concernant son loyer à l'hôtel. Tous ces éléments rendirent plus que difficile la tâche de son avocat qui plaida quand même la démence avec l'appui d'un seul témoin, un psychiatre. Celui-ci fit état des conversations qu'il avait eues avec le prisonnier au cours desquelles il avait appris que, encore tout enfant, Haig avait eu des rêves sanglants et que depuis, il s'imaginait guidé par l'Esprit Saint qui lui commandait de boire des verres de sang. Haig était paranoïaque. Ce genre d'explication était déjà très à la mode chez les anglo-saxons, mais l'avocat général en détruisit toute la portée auprès des jurés par une seule petite question. Dites-moi, docteur, comment avez-vous eu connaissance de ces rêves sanglants? Mais par l'accusé lui-même. C'est tout ce que je voulais savoir. Il fut ensuite assez peu difficile de faire reconnaître au psychiatre que même si Haig était paranoïaque, il avait quand même assassiné en cachette, qu'il avait ensuite fait disparaître les corps, qu'il avait enfin aussi longtemps que possible dissimulé la chose à la police. C'est donc qu'il craignait d'être poursuivi. S'il craignait d'être poursuivi, c'est qu'il savait que ses gestes étaient répréhensibles aux yeux de la loi anglaise. Peut-être pas aux yeux de l'esprit qu'il guidait, mais de la loi, si. Donc, aux yeux de cette loi, il était coupable. John George Haig fut condamné à mort. Mais, malgré la démystification apportée à son personnage de vampire par le plaidoyer de l'avocat général et par le verdict lui-même, le public a quand même voulu oublier cela et construire autour de Haig une sorte de légende qui en fasse un fou, un monstre. C'est tellement plus rassurant. Ouais. Mais s'il était fou, au fait, le rendre saint d'esprit, c'était tellement plus pratique. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare.
un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.